Merci Aïcha d'être avec nous. Tous les autres seront en visioconférence. Bonjour à tous les trois. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vincent Ternoir, je voudrais qu'on commence avec vous. Vous êtes donc commissaire général de police et vous êtes en charge de l'Observatoire national des violences en santé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ONVS ? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. L'Observatoire a été créé en 2005 à la suite d'un événement dramatique. C'était le meurtre à Pau d'une infirmière et d'une aide-soignante. Et l'idée était en fait de recenser tous ces signalements de violence qui augmentaient, violence, atteinte aux personnes, atteinte aux biens, violence, menace physique, violence verbale, et puis d'en faire une analyse, de les quantifier, de les qualifier, pour ensuite proposer au niveau ministériel une aide pour que les établissements se sécurisent et sécurisent leur personnel. Parce que c'est une problématique, j'allais dire, qui augmente aujourd'hui avec de plus en plus de violence dans le cadre de services rendus à des personnes. Voilà. Quel type de violence principalement ? Alors nous, ce qu'on constate, c'est surtout des atteintes aux personnes qui sont relevées, peut-être parce que les soignants aussi sont très sensibles à ça. Beaucoup de violence physique. Alors il faut entendre violence, tout type de violence, pas que de la violence de délinquance. Ça peut très bien être, par exemple, des violences internes entre personnels soignants, et puis des violences aussi de personnes qui sont des patients psychiatriques ou en gériatrie. Mais cette violence, quelle que soit l'origine, a des effets très très négatifs sur les personnels, et c'est pour ça qu'on essaie de les analyser. Donc pour nous, c'est surtout des violences physiques, mais énormément de violences verbales. Des violences verbales qui vont de l'outrage, en passant par la menace physique, voire la menace de mort, et des choses qu'on ne peut pas entendre tous les jours. On ne peut pas vivre dans un climat de violence, ce n'est pas possible. Et l'Observatoire a produit un rapport. Quel est le but, l'objectif de ce rapport ? Le but, c'est déjà de révéler ce qui se passe. Et en fait, ce sont des signalements qui sont faits pour la plupart par des soignants. Moi, j'en retranscris plus de la moitié dans ce rapport parce que je pense que c'est la réalité de ce qui est vécu. Je vais les analyser, je vais en sortir la substantifique moelle et pouvoir montrer justement ce qui est vécu dans tel ou tel service, parce que c'est pas propre, ce n'est pas que dans les urgences, par exemple, qu'on a de la violence, c'est dans tout service aujourd'hui, et d'essayer de montrer ce qui est vécu, ce qui est ressenti par le professionnel quand il y a cette violence, comment il a fait face à cette violence, parfois comment il peut se reconstruire, son désappointement de voir que il vient servir et en fait en retour il va donc prendre des coups ou des insultes, et de montrer comment ça détruit en fait l'ambiance de travail et une sérénité dans le travail. Donc c'est des violences surtout, comme je le disais, des violences physiques, mais aussi des violences verbales qui tuent un petit peu comme la carie, si vous voulez, de la dent qu'on sent pas, qui vont petit à petit travailler le personnel soignant, faire qu'à un certain moment, il peut se mettre en arrêt maladie, en arrêt de travail. Ça a des effets très très négatifs. Porter plainte, c'est important ? Oui, c'est très important. Ça permet de se reconstituer, de dire à la personne, tu m'as agressé. Moi, je viens demander à la justice qu'elle me remette dans mon droit. Et c'est très important parce que sinon après, c'est une attitude encore de soumission que l'on va avoir sur ces violences. Voilà. Et justement, l'ONVS donne des conseils à l'ensemble des établissements pour prendre telle ou telle solution qui est adaptée à sa problématique, pour les aider à rentrer dans une politique de sécurisation. Et quand je dis sécurisation, c'est pas des barbelés, c'est vraiment redonner à l'hôpital sa quiétude qui permet de soigner tranquillement. Vous pouvez nous donner un exemple de ce que les directions des établissements doivent mettre en œuvre pour pallier à cette violence ? Alors, il y a déjà, on va parler de prévention primaire, c'est tout ce qui est formation à la gestion de l'agressivité verbale et physique. La relation au public aujourd'hui est complexe, je dis, ce n'est pas propre à la santé, mais comment gérer quelqu'un qui devient agressif, avec en plus une angoisse qui peut être légitime, je ne la nie pas du tout, mais comment gérer cette personne qui va commencer à monter verbalement, physiquement, peut-être à se rapprocher, avoir des gestes assez agressifs. Donc l'idée, c'est de faire baisser cette tension.
Bon, je crois beaucoup à l'importance de cette formation dès les études si on pouvait, puisque certains, dès les stages, vont être confrontés à cette violence. Et ça permet justement de désamorcer la situation, d'éviter les coups si jamais on en arrive. Et surtout après, la personne qui a suivi cette formation, et ça c'est les soignants qui le disent, se sentent beaucoup plus sûrs pour pouvoir gérer des situations qui sont complexes, parce qu'elles ont déjà réussi à maîtriser certaines situations. Ça, je pense que ça c'est un point principal. Deuxième point, il est intéressant de connaître ses droits en matière pénale. Les professionnels de santé bénéficient d'une protection particulière renforcée, et le fait de savoir que l'on est soutenu également déjà par la loi est une bonne chose. Vous avez toute cette protection que peut mettre en place aussi l'établissement, aider peut-être dans la recherche d'un avocat. Voilà, il y a tous ces points qui sont importants. Et puis de pouvoir s'entourer dans les services peut-être les plus difficiles d'une équipe de sécurité, d'avoir de la cohésion et de faire face quand il y a l'événement. Merci beaucoup. Marine Crest-Guilly, vous êtes médecin généraliste à Marseille et chargée de mission santé des professionnels de santé au ministère de la Santé. Je voudrais déjà vous demander comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce travail? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à ce point à la violence des soignants, envers les soignants? Je pense que j'ai toujours eu, dès le début de mes études, une certaine appétence, on va dire, pour le bien-être du soignant. Moi, j'ai été malade quand j'étais jeune. J'ai eu un long moment à l'hôpital et j'ai toujours été surprise de voir que certains soignants pouvaient pas être à l'aise ou on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, je me suis dit, moi, quand je serai médecin, quand je serai de l'autre côté de la barrière, il n'y a pas moyen que je sois dans cet état-là. Et du coup, dès le début de mon internat, je me suis engagée dans un syndicat de jeunes médecins généralistes et j'ai recueilli les évaluations de stage et les conditions de formation des internes. Après, j'ai défendu avec les collègues du syndicat à l'ARS, en fait, justement, les conditions de formation. Et puis petit à petit, moi j'ai avancé dans mon parcours. J'ai été très choquée de voir la souffrance de ces internes. Moi-même, j'ai fait un épisode de burn-out quand j'étais en troisième année d'internat. Et j'ai écrit un livre pour essayer de faire connaître ces conditions de formation et les difficultés que pouvaient rencontrer les soignants dès le début de leur cursus. Ce livre, je l'ai publié sous pseudo parce qu'à l'époque, on m'avait conseillé de ne pas le publier ouvertement sous peine de ne pas avoir de validation de stage ou de thèse. Donc ça rajoutait finalement à un combat à la fois personnel, mais après qui est devenu collectif. Et puis j'ai grandi, je me suis installée, je suis partie de Paris. Et puis dans mon quotidien, j'étais bien consciente des difficultés qu'on peut avoir par rapport aux patients, ces violences. Alors, ces violences, c'est important de dire que c'est pas uniquement par rapport aux patients et aux familles, c'est aussi à l'intérieur des équipes quand on travaille en équipe, par rapport aux institutions, aux gouvernances, avec les problèmes de management qu'on a dès le début en fait de la formation. Par rapport aussi aux organisationnels, aux institutions, la CPAM, la CNAM, et la violence du métier en lui-même. Quand vous êtes confronté à la mort, à la douleur tous les jours, c'est quelque chose qui est difficile si vous n'êtes pas accompagné et formé pour ça. Et du coup, j'ai créé une association qui s'appelle Guérir en mer. Je fais du bateau, je suis à Marseille avec un copain kiné. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. On croit fondamentalement au sport santé. Et la voile, on l'a à portée de main, j'ai envie de dire, sur place. Et donc, on a créé cet asso pour emmener les soignants pour qu'ils prennent un temps pour eux sur l'eau, dans un environnement naturel, pour recréer du lien entre eux, pour qu'ils prennent l'air au sens propre du terme, à la fois en prévention, mais aussi en accompagnement du burn-out. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a emmené plus de 500 professionnels de santé sur l'eau, et c'est une association qui se développe partout en France maintenant, qui répond du coup à ce besoin qu'ont les soignants, ce besoin de reconnaissance de ce sujet de la santé des soignants qui est absolument prioritaire et qui doit être une priorité de santé publique, et ce qui m'a amené justement à participer à cette mission sur la santé des soignants au ministère de la Santé avec Madame la ministre Agnès Firmin-Lebaudot. Très, très investi, et bravo pour tout ce que vous faites. Je voudrais déjà vous demander ce qui amène le plus souvent les soignants à frapper à la porte de votre association. De quoi est-ce qu'ils se plaignent le plus souvent ? Je pense qu'on l'a déjà dit, ça a été dit aussi tout au long de ces échanges avec la FHP. C'est une problématique de reconnaissance. Les soignants, ils font ça au départ par vocation. C'est des métiers qui sont des métiers du cœur, des métiers d'engagement. Et aujourd'hui, ils perdent du sens, ils perdent de la reconnaissance. Ils ont l'impression de ne plus pouvoir exercer leur métier tel qu'ils l'ont peut-être un peu fantasmé au départ, mais tel qu'ils l'ont imaginé et qu'ils l'ont peut-être vécu au début.
Et c'est ça, c'est l'isolement, c'est la violence, quelle qu'elle soit, sur toutes les formes qu'on a dit. Et c'est le problème du sens. Ouais. Vous avez remis votre rapport à Agnès Firmin-Lebaudot. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'il va produire, vers quoi on se dirige pour améliorer le bien-être des patients, des soignants? Alors, en tout cas, je ne suis pas toute seule dans ce rapport. On est 3. Hein. Il y a Philippe de Normandie, Alexis Bataille-Imbert, et puis toute l'équipe derrière. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été des parties prenantes sur ce travail. Vous imaginez que le sujet il est extrêmement vaste. Je suis désolée, il y a le pape à Marseille, donc du coup, vous allez entendre les bruits. Je suis juste à côté du Vélodrome, donc entre le rugby et le pape, c'est un petit peu intense. L'idée, c'est ce rapport, il a été pensé, réfléchi. Ça n'a pas vocation à être un énième rapport pour, comme on dit chez nous, bloquer les portes, avec une feuille de route, des actions extrêmement concrètes. Ça nous tenait énormément à cœur avec Philippe et Alexis. La première chose, c'est de reconnaître le sujet. Là, vous en parlez, ça fait partie de ce congrès aujourd'hui et heureusement, mais il faut que ça soit un sujet qui soit absolument plus tabou, qui soit partagé collectivement et porté par tous. Tous, c'est du début à la fin. Bien sûr, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, il faut qu'ils soient formés à prendre conscience en fait des risques inhérents à leur métier et de la nécessité du prendre soin de soi. Il y a une grosse problématique sur la médecine de santé au travail, ça tout le monde en est conscient. L'accès aux soins pour un professionnel de santé, que ce soit en termes d'alimentation santé, de sport santé, de santé mentale, évidemment, avec les particularités, par exemple, hein, du travail de nuit. Et c'est vraiment, là je peux pas vous dire évidemment, et la feuille de route qui va être dévoilée par Madame la Ministre probablement mi-octobre, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit plus tabou et absolument omniprésent, j'ai envie de dire, et dans la tête de tout le monde, que ce soit les soignants comme les usagers, comme les patients, comme les familles, que ce soit un problème de société en fait, dont on saisit vraiment l'importance parce que c'est l'avenir en fait de la santé de tous, et que le pilotage de ces actions doit être transversal et interministériel, parce que c'est pas que la santé, c'est le travail et c'est l'éducation, c'est la santé publique, ça concerne vraiment tout le monde. Donc nous on a essayé de préconiser des actions très concrètes, intégrant le maximum de personnes. Merci beaucoup. Nathalie Nion, vous êtes cadre de santé à la PHP, chargée de mission sur la sécurité des professionnels de santé. Est-ce que vous constatez, vous aussi, cette forme d'omerta entre les professionnels au sujet des violences ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc, effectivement, l'objet de notre rapport a été aussi de mettre en évidence les problématiques qui existaient et étaient parfois un peu sous-estimées. Et comme vous le dites très justement, c'est un sujet qui est très sous-estimé par les professionnels, très banalisé par les professionnels de santé, qui ne déclarent, et ça je crois que Vincent Ternoir l'a bien mis en évidence, qui ne déclarent pas l'ensemble des violences qu'ils subissent. Est-ce qu'il y a moyen de mesurer l'impact sur la santé des soignants de ces violences ? Ça reste une démarche très difficile puisqu'on sait qu'une violence, l'impact n'est pas forcément immédiat. Il peut y avoir un impact sur le moyen ou le long terme par la récurrence des événements ou par un événement un peu traumatique qui n'est pas forcément immédiatement intégré et qui peut se manifester par une forme de stress post-traumatique à distance. Donc c'est très difficile à l'évaluer. Les arrêts maladie immédiats dans la continuité, dans l'immédiateté de l'accident ou de l'incident, oui, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de données très précises sur le sujet, et en particulier dans les établissements publics. Ouais. Sans attendre la feuille de route du ministère sur ce sujet, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, immédiatement ? Déjà, inciter tous nos professionnels à déclarer, quel que soit le niveau de violence qu'ils subissent, que ce soit des injures, et ça je crois qu'on le voit de plus en plus, mais c'est important puisqu'en fait c'est déjà les prémices d'une potentielle violence à venir, donc je pense qu'il faut rien banaliser. C'est parfois difficile parce qu'effectivement on peut considérer que le patient, parfois il a de bonnes raisons de ne pas être content et de manifester son mécontentement, le patient ou son entourage, ou par sa maladie, ou par les conditions d'accueil même des patients à l'hôpital et en ville, puisque ce sujet ne concernait pas que les établissements de santé. Mais malgré tout, je pense qu'il faut déclarer pour pouvoir justement identifier de mieux en mieux les facteurs déterminants et pouvoir agir par la suite. Donc ça, c'est une première chose. Il faut vraiment déclarer. Et peut-être aussi afficher au sein des établissements pour que les patients sachent qu'ils peuvent être dénoncés.
Alors la plupart du temps, c'est déjà fait. Il y a quand même beaucoup d'établissements qui ont affiché les risques, en tout cas les sanctions possibles en cas de violence, d'agression verbale, voire physique, mais verbale, ne serait-ce que les injures, c'est déjà souvent affiché. Je pense qu'il faut travailler avec aussi des associations de patients, parce que d'un autre côté, on sait aussi qu'on peut, nous, professionnels de santé, parfois ne pas être toujours bien accueillants avec les patients. Et donc tout le travail de formation que proposait Vincent Ternoir, effectivement, doit aussi s'intéresser aux deux sujets. À la communication peut améliorer dans les deux sens. Il y a écho par rapport aux patients aussi, la façon dont on s'exprime, mais c'est déjà souvent affiché. Donc, il faut les mettre en corrélation, en écho avec la charte des patients. Je crois que c'est vraiment les deux sujets sont intimement liés. Aïcha Ndoye, vous êtes chirurgienne, gynécologue et scénologue. Est-ce que vous avez déjà vécu des épisodes de violence de la part de vos patients? Oh, bien sûr. Et vous avez réagi comment? On s'adapte. Non, mais ça arrive assez régulièrement. C'est pas du tout anecdotique. Oui. Alors, c'est avec vous, on va terminer sur une note un petit peu plus positive, mais qui va rejaillir sans doute aussi sur le bien-être des soignants. C'est que vous mettez en œuvre une méthode très personnelle pour apaiser les patients, au moins avant l'acte chirurgical. Avant d'en dire plus, je voudrais qu'on regarde ça. On n'a pas les images? Depuis combien de temps chantez-vous comme ça dans le bloc opératoire? Ça doit faire une dizaine d'années à peu près. Et l'idée vous est venue de quoi? Alors je chante beaucoup en dehors de mon travail, ça contribue à mon équilibre. Et en fait, la première fois que je l'ai fait, c'est pour une patiente qui était très très agitée avant qu'on puisse l'opérer et l'endormir. Et l'anesthésiste était démunie, ne pouvait pas la perfuser. Et j'étais en train de me laver les mains. Et puis je me suis dit, est-ce que je peux chanter? Je vais essayer. J'étais encore interne à l'époque, encore étudiante. Et du coup, je lui ai chanté une chanson. Elle s'est calmée, elle n'a plus bougé. Elle m'écoutait, elle était captivée par ma voix, ce qui a permis de la perfuser et de l'endormir. Et à partir de là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Donc je me suis dit, ça arrive une fois, on verra ce que ça donne la prochaine fois. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça marchait à peu près sur toutes les patientes. Et j'ai continué à l'appliquer dans mon activité. Est-ce qu'on vous le demande même? Maintenant, oui. Avant, les patientes ne le savaient pas forcément, donc je leur proposais. Alors, des fois, elles me disaient si c'est pour qu'il pleuve, c'est pas la peine. Mais c'est parce qu'elles vous avaient pas encore entendu. Voilà, et maintenant, elles me le demandent assez régulièrement. Est-ce que ça a produit un effet calmant aussi sur l'équipe? Ah oui, tout à fait. En fait, ça calme tout le monde, et les patientes et les équipes qui sont en demande maintenant. En fait, on est dans une sorte de spirale quand on est au bloc où les patients s'enchaînent, et ça fait une petite parenthèse un peu où on se recentre sur le côté humain, sur l'humain. Ouais. J'imagine que vous ne l'avez pas mesuré, mais est-ce que les soignants disent, est-ce qu'ils sentent que du coup les patients, même après dans les suites post-opératoires, sont déjà plus calmes et moins agressifs? Oui, et en fait, ça marche dans les deux sens. Ça marche pour les patients et aussi pour les soignants. Les patientes en sont contentes parce qu'elles s'endorment apaisées. Elles se réveillent donc apaisées parce qu'on sait qu'on se réveille comme on s'endort. Vous voulez dire que vous chantez aussi au réveil? Non, je ne suis pas là au réveil. Je chante pour la patiente suivante en général. Mais du coup, les patients sont plus apaisés et le personnel aussi. En fait, ils essaient d'être un peu à la hauteur. Et ça va du début de l'accueil de la patiente, les brancardiers, les aides-soignants, les infirmiers, ils sont toujours un peu plus bienveillants parce qu'ils savent que de toute façon, arrivé au bloc, je vais chanter, donc il faut qu'ils soient à la hauteur. C'est génial. Ça a inspiré d'autres personnels soignants qui ont peut-être d'autres talents, je ne sais pas, jouer à la guitare, jongler, je peux dire n'importe quoi. Je ne sais pas. Vous êtes la seule à chanter au sein de votre... Je ne sais pas. En tout cas, je sais que la musique, on l'utilise beaucoup pour apaiser nos patients. Moi, j'ai toujours connu la musique au bloc opératoire. Après, moi, là, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question, du coup, moi, je ne sais pas chanter, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je leur explique, c'est que finalement, on peut
on a tous un talent, on a tous quelque chose qu'on peut donner à nos patients. Il y en a qui les font rire. Voilà, il y a plein de techniques. Il y en a qui font de l'hypnose et puis chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Finalement, il suffit de peu. C'est juste vos chansons qui calment un peu tout l'entourage. Je trouve ça génial. Est-ce que je peux vous demander de terminer cette séquence sur une note positive et de nous chanter quelque chose? Vous voyez? Du coup, j'étais au bloc ce matin, donc je vais vous chanter la chanson que j'ai chantée à ma patiente, comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. And take my love, I never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. And I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Merci Don't make me close one more door. Merci beaucoup. Ça, c'est formidable. Merci. Merci à tous les trois également pour cette table ronde. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous garder pour conclure, mais je sais que vous devez aussi retourner au bloc. Mille merci en tout cas d'avoir osé chanter. Si tout le monde avait ce talent, on dirait bien. Merci beaucoup.